Alors, merci aux membres qui nous ont déjà rejoints. C'est notre avant-dernière conférence en ligne de 2020. Il y en aura encore. Et évidemment, un grand merci à vous, Monsieur Arnaud, d'avoir accepté cette conférence en ligne. On avait prévu un bon déjeuner conférence, mais malheureusement, une fois de plus, le coronavirus, on a décidé autrement. Alors, après avoir présenté Étienne d'Avignon la semaine passée, je suis à nouveau confrontée à la difficulté de présenter un autre grand format. Monsieur Arnaud, vous êtes beaucoup de choses à la fois. Professeur, écrivain, homme politique, économiste et philosophe belge. Diplômé en économie, en philosophie, en économie européenne, vous entrez comme économiste à la Commission européenne. Et puis, rapidement, vous continuez une brillante carrière en exerçant les fonctions de chef de cabinet à 4 niveaux. Au niveau européen, au niveau belge, ainsi qu'au niveau régional, wallon puis flamand. Passer par ces 4 niveaux est assez rare. Selon le journal de Morgan, c'est un fait qui mérite une nomination dans le livre des records. De cette première expérience et de vos convictions, vous vous ferez connaître du grand public avec votre premier grand succès, votre livre « Wallonie, Flandre, je t'aime, moi non plus », publié en 2006. Vous cherchez à y battre en brèche les différents clichés flamands véhiculés sur la Wallonie et vous entendez démontrer la pertinence de l'unité belge. Votre cheval de bataille, mettre en œuvre une stratégie pour redresser véritablement le Sud et simplifier l'architecture institutionnelle du pays. Vous aimez et vous soutenez l'entrepreneuriat et l'on vous doit la fondation des réseaux des business angels en Europe. Vous êtes véritablement considéré comme le père des business angels. Aujourd'hui, vous êtes senior économiste à la Commission européenne et vous donnez des cours de corporate finance aux universités de Gand et de Nancy. Cet été, vous avez sorti un livre, Coronavirus, un électrochoc pour la Belgique. La crise du coronavirus a foudroyé le monde, mettant à l'arrêt la quasi-totalité de son économie. Devons-nous y voir un coup du sort, un signe noir? Vous ne le pensez pas. Exemple à l'appui, vous nous rappelez que les crises ont toujours existé et qu'il faut en retirer du bon. Et vous déplorez le fait que les États ne tirent que rarement les leçons du passé. Souscrivant à cette logique, espérant un sursaut citoyen, un réveil, vous analysez la crise et ses répercussions. Elle a pour vous des allures d'aubaine, d'occasion unique de changer les choses, que nous avons le devoir de ne pas galvauder. Alors, Monsieur Arnaud, nous sommes extrêmement curieux et impatients de vous entendre à ce sujet. Merci beaucoup. À vous la parole. Merci beaucoup et merci pour ces résumés splendides. Bien sûr, la comparaison avec Étienne d'Avignon, j'ai tout mes respect pour M. d'Avignon, il a quand même fait beaucoup plus dans sa vie. Bon, il est encore un peu plus vieux que moi aussi, évidemment, mais c'est quand même fantastique. Merci pour l'introduction. Et effectivement, même pour le résumé du livre, parce que je sens que vous avez bien lu le livre et que c'est un résumé fantastique. Donc, je dirais, j'ai plus à en ajouter, mais bon, sinon il n'y a plus de speech, donc j'ai quand même donné le speech. Mais comme je l'ai dit aussi à on va essayer de le faire assez court, 20 minutes, 25 minutes, comme ça, on a beaucoup de temps pour une discussion, si vous le permettez. Je vais essayer quand même de montrer quelques slides, comme ça je peux vous donner quelques chiffres et ces chiffres peuvent être la base du débat. J'espère que ça va marcher. Vous voyez mes slides tous? Oui? Parfait. Merci beaucoup. Donc, effectivement, le livre, c'est Coronavirus, électrochoc pour la Belgique, ou en français aussi, parce que je suis toujours un Belge qui dit qu'il faut sortir ce livre en 2 langues, et ça ne sert à rien de faire un livre dans 1 langue, parce que nous sommes un pays bilingue. Il fallait même le faire en 3, mais ça, c'est pour la prochaine fois. On a parlé, et c'était bien dit, la crise. D'abord, crise en grec, ça veut dire crisis. Ça veut dire le temps de prendre des décisions. Ça veut dire voir des opportunités. Donc, maintenant, nous, dans notre culture, la crise, c'est quelque chose de négatif. Mais finalement, la crise, c'est une occasion de faire quelque chose. Et comme on dit toujours, c'est une occasion à ne pas perdre. Quand on regarde, et j'ai juste pris le dernier siècle, tous les 12, 14 ans, il y a une crise. Donc, ma première leçon sera
arrêtons de penser à la crise Corona et pensons déjà à la crise suivante qui nous attend. Dans 10 ans, on aura sûrement une crise suivante. Donc, je vais, dans mon discours, dans mon intro, d'abord parler de la Belgique, comment c'était avant la crise, pendant la crise et après. Et surtout l'après, c'est ce qui nous intéresse le plus. Si je parle trop vite, il faut me faire signe. Hein? Non, c'est parfait. Avant la crise. Et je vais juste prendre 2 critères, parce qu'on va parler beaucoup de choses de la Belgique, mais la seule chose, nous sommes un pays endetté. Si on le veut ou si on ne le veut pas, quand on parle au niveau mondial, et je suis maintenant avant la crise, on était le 6e pays du monde au niveau des dettes, ce qui est quand même énorme. C'est grave parce qu'il y a des dettes, mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'on constate, maintenant je vais quand même jouer un peu l'économiste pendant 2 secondes, qu'il y a une corrélation entre ce que les gouvernements font au niveau des investissements et les frais opérationnels. Et on voit aussi la position de la Belgique, on voit qu'un pays où il y a beaucoup de dettes, c'est un pays qui doit financer des frais de fonctionnement et qui ne fait pas d'investissement. Ce qui explique que la Belgique, c'est un pays surendetté avec des routes et des ponts en mauvais état. C'est ça que je veux dire avec cette slide. Vous voyez, c'est comme ça partout. Quand on regarde maintenant au niveau des pays, au niveau des dettes par personne, donc ce qu'on appelle les dettes par habitant, et je me limite à l'Europe, nous sommes le 2e pays de l'Europe quand on parle au niveau de dettes par habitant. Donc, un enfant qui est né en Belgique, il reçoit comme prime de naissance 45 000 € de dette. Voilà, c'est le constat de base. Dette, c'est une chose, je parle d'un 2e critère, c'est l'emploi. L'emploi, d'un nouveau contexte européen, on voit qu'on est pire que les pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, qui sont beaucoup mieux que nous, et nous sommes au même niveau que la France. Et c'est étonnant, quand on parle des chiffres, on est toujours très proche de la France. Et peut-être un point délicat, quand on regarde, ce n'est pas le problème de l'emploi des gens qui sont seniors, ce n'est pas le problème d'emploi des femmes, comme dans d'autres pays, c'est, et appelons ce qu'il faut appeler, c'est un problème de taux d'emploi des migrants. Attention, comme je n'ai pas dit dans mon livre dans le temps que les Wallons sont paresseux, bien au contraire, je dis la même chose ici, on a des migrants, on voit un taux d'emploi qui est beaucoup plus élevé dans d'autres pays. Pourquoi? C'est le plus bas chez nous. Ce n'est pas la faute des migrants, c'est une question de système. Donc, conclusion, on est un pays surendetté, on n'a pas assez d'investissement, il y a un retard à rattraper, mais c'est aussi une opportunité, et on a un niveau d'emploi qui est relativement faible dans le contexte européen. Maintenant, la crise foudroyée, comme on a tout à l'heure entendu, voilà, la crise touche tout le monde. Et quand je dis tout le monde, on ne touche pas tout le monde de la même façon. Et vous savez, c'est dommage qu'on ne peut pas se voir et discuter, mais vous savez quels pays sont touchés le plus? Les pays sont touchés le plus là où il y a plus de morts. Il y a donc une corrélation totale entre la mortalité suite au corona et l'impact économique. Et vous voyez la position unique de la Belgique, où on a relativement parmi les pires pays au nombre de morts, et l'impact sur l'économie, c'est aussi le plus grave. Donc, il y a vraiment une corrélation entre les deux. Et quand il y a une grande crise, les gens, c'est normal, on fait un peu de panique football. Corrélation entre les deux. Et donc, vous voyez, par exemple, si on par exemple un pays comme l'Inde, qui n'est pas trop touché relativement comme la Chine, mais la Chine a un taux de croissance très élevé et l'Inde n'a pas. Donc, c'est bien sûr une corrélation, ça ne veut pas dire que chaque fois, ça collabore. Hein. Il n'y a pas une causalité, hein, il y a une corrélation. Peut-être une causalité, mais ça demanderait plus de recherche pour le futur. Mais je trouve ça quand même intriguant comme relation entre les deux, comme corrélation entre les deux. Donc, on est en panique. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en panique? On ressort un vieux médicament, c'est-à-dire le bazooka. Et on voit que le bazooka de nouveau président de FMI, Madame Lagarde, est encore plus important que celui de Draghi. Et on voit les montants, c'est des montants colossaux qu'on injecte dans l'économie. Un jour, on doit la rembourser, je reviens. Et à côté de cette aide monétaire, qui est donc finalement la création monétaire, on a bien sûr aussi la création de dettes. On fait deficit spending. Et on voit notre pays, on fait un deficit spending de plus. Donc, par rapport à ce que j'expliquais, ça s'ajoute de 10%. Les États-Unis, c'est même 15%. Et vous voyez, dans la zone euro, on arrive plus ou moins à 8%. Donc, d'une part, on injecte l'argent dans l'économie et d'autre part, on donne plein de subventions. Je ne suis pas contre,
parce que c'était difficile. Il fallait faire des choses. Et donc, mon livre n'est pas un livre qui critique l'intervention qui s'est faite durant le corona. C'est un livre qui dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après le corona? C'est ça l'accent que j'ai voulu mettre. Nous, on a fait plein de choses. Vous savez, Saint-Nicolas, il était un peu trop tôt. Et maintenant, il ne peut plus emmener son père fouettard, c'est interdit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a fait des mesures de finances, des garanties. La plupart des choses sont très bien. On a fait des mesures de non-travail, par exemple au niveau de l'Europe. On a partout en Europe dit qu'il faut instaurer les systèmes de chômage technique, ce qu'on avait déjà en Belgique, mais d'autres pays qui n'avaient pas. Donc maintenant, et c'est l'Europe qui a payé, donc vous avez entendu dans les infos, il y a 2 jours qu'il y a 2 milliards qui vont venir. Ça fait partie de ce programme sûr. Hein. Donc c'est ça qui arrive petit à petit. On a fait la passerelle pour les indépendants, tout ça très, très bien. Les divers, j'ai un peu plus d'état d'âme. Je ne pense pas qu'il fallait donner des tours gratuits avec le train ou payer 80 € quand on visite la Wallonie. Mais en général, les mesures de base étaient nécessaires et étaient bonnes. Maintenant, on passe à ce que je vais vraiment expliquer avec vous, c'est le monde après. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et où se trouve le monde après? Alors, maintenant, les prévisions telles qu'elles sont aujourd'hui, et ça c'est la prévision qui date du 1er décembre, faite par l'OECD, on voit que finalement, on est déjà en train de remonter un peu. Donc finalement, on est, je pense que je peux utiliser mon laser point, on est là. Donc ça veut dire qu'on est de nouveau, on a perdu 3%. Ce n'est pas énorme. Mais avant qu'on arrive au moment de nouveau qu'on était, il faut quand même voir, avant qu'on est de nouveau à 100, vous voyez, si je prends l'orange, à 100, on sera moitié 2021. On a donc perdu un peu plus qu'un an. Ça dépend, bien sûr, on voit l'hypothèse verte et l'hypothèse rouge. Là, la différence qui est bien sûr énorme, c'est uniquement lié à la confiance. Donc, si le gouvernement arrive à donner confiance à leurs citoyens, ça veut dire que les entreprises vont de nouveau investir parce qu'ils ont confiance dans le futur, les consommateurs vont commencer à consommer de nouveau. Si on arrive à faire ça, on va aller plus vite. Et finalement, on va être de nouveau à un niveau de 104 en 2022. Donc finalement, ce qu'on a perdu, on a perdu 2020, on a perdu une grande partie de 2022. Ça, c'est au niveau mondial. Et on voit bien sûr l'année 2020 qui était mal partout, mais 2021, finalement, si tout va bien et si tout se confirme, sera une très bonne année. Vous voyez, on parle toujours de cette forme, le V se confirme dans les estimations. Maintenant, regardons la Belgique. Et donc d'abord, bien sûr, l'Europe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont de nouveau injecter de l'argent. Donc vous avez le programme, c'est le programme qui n'a pas encore approuvé, donc les 540 billions, c'est déjà approuvé et ça fait partie de Corona. Et maintenant, les 2 mesures, c'est le Next Generation, 750 billions, et le Multi-Annual Framework qui était 1100, mais maintenant le Conseil a réduit un peu, on arrive à 1074. Donc c'est quand même énorme. Pour vous donner une idée, vous connaissez tous le plan Marshall. Le plan Marshall, pas celui des Wallons, mais le vrai des États-Unis. Le plan Marshall, si on actualise aujourd'hui, c'est un montant de 150 milliards. Donc ici, le montant qu'on injecte dans l'économie, c'est 12 fois le plan Marshall si je compare des chiffres comparables. Donc, c'est gigantesque et c'est jamais vu dans l'histoire de l'économie. Focalisons-nous sur la Belgique. La Belgique, on voit la courbe, même chose comme dans d'autres pays. 2020, c'était une mauvaise année. 2021, on a le rattrapage qui va se 2022. Et si on regarde, nous, on aura besoin de 2021 et 2022 pour revenir au point où on était. On regarde dans la ligne rouge, 2019, je mets notre économie à 100 et je vois qu'il nous faut 2020, qui est une mauvaise année, mais il faut donc 2021 et 2022 pour compenser. Donc, ça veut dire, avec les prévisions telles qu'on les a maintenant, début 2023, on sera où on était fin 2019. Donc, on a perdu 24 mois. Donc, on peut dire, bah, c'est pas grave. Oui, mais il faut quand même voir que si on n'avait pas les perdu, on avait gagné, parce qu'il y a aussi une croissance économique. Si on dit que la croissance économique est 2%, on a perdu 4% plus 2 ans. Donc, c'est quand même, on parle tout de suite des montants qui sont 40, 80 milliards. Ça dépend comment on fait les calculs. Mais on peut y arriver, donc finalement, on peut dire que c'était deux mauvaises
Une mauvaise année, il fallait 2 pour le compenser. Et donc, ça fait, au bout de 3 années, on est de nouveau au point de retour. Donc, on a perdu 3 années. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, il faut de nouveau réfléchir. On a dépensé beaucoup. Le problème n'est pas que maintenant, on dépense. Le problème maintenant qu'on aide les indépendants, qu'on aide les gens qui ont besoin, il faut le faire. Le problème, c'est qu'on est arrivé à la guerre avec la main vide, mais pire, avec plein de dettes. Et c'est ça qui est le problème. Et vous voyez maintenant, quand on regarde en termes purement économiques, et donc ce que je dis maintenant, ce n'est pas en tant que quelqu'un qui aime la politique, mais purement économique, nous sommes le 4e pays le plus communiste de l'Europe. C'est-à-dire le 4e pays où l'impact du gouvernement dans l'économie est énorme. Et vous regardez, nous sommes au même niveau que la Grèce. C'est ce niveau-là qu'on est au niveau de l'impact de l'économie. Regarde la différence avec d'autres pays, par exemple, c'est quand même énorme. Mais il n'y a pas de problème. On pourrait dire que c'est une question d'idéologie. La question, bien sûr, c'est est-ce que c'est 54% presque de notre économie totale qui est donc ponctionnée du secteur privé afin de le donner au gouvernement pour le gérer. La question, est-ce qu'elle est bien gérée? D'abord, il faut le financer. Qui le paye? Tous les gens qui paient les impôts. Et là, le premier problème qu'on constate en Belgique, c'est que celui qui paye, c'est celui qui travaille. La meilleure façon de ne pas payer trop d'impôts en Belgique, c'est de ne pas travailler. Dès qu'on travaille, on arrive à des impôts qui sont le plus élevés, de loin, de l'Europe. Et bien sûr, ça fait que le peuple est quand même assez démotivé. Ça, c'est un constat assez général qu'on connaît, mais le constat peut-être qu'on connaît moins, c'est quand on définit la classe moyenne, c'est donc quand on parle grosso modo de la population, on la divise en 3 classes. On dit les médianes, au milieu, c'est la classe moyenne, et puis on a des gens qui sont plus pauvres et les gens qui sont plus riches, pour faire un raccourci. On voit que chez nous, la classe moyenne paye le plus de tous les pays. Deuxièmement, nous sommes le seul pays en Europe où la classe moyenne paye plus que son part dans l'économie. Donc, ça veut dire concrètement qu'il y a un transfert en Belgique de la classe moyenne vers la classe plus pauvre, ce qu'on peut trouver assez normal, c'est Robin du Bois, mais qu'il y a aussi un transfert de la classe moyenne vers la classe plus riche. Et donc, c'est pour ça que je dis en flamand, c'est la classe qui paye het gelach. Het gelach, ça veut aussi dire qu'on rit en flamand avec ces H, mais donc, c'est ça le problème. C'est quand même difficile et ça explique aussi la colère de la classe moyenne qui est quand même très bon. Je suis aussi un grand fan de l'esprit d'entreprendre. Et donc, l'esprit d'entreprendre, nous sommes une série de pays où on dit qu'avec la France, de nouveau, et l'Espagne, on dit quand même, selon l'étude, l'entrepreneuriat, c'est, tu vois, on parle des pays en droite, Lituanie, États-Unis, Canada. Là, tout le monde entreprend. Puis il y a des pays de classe moyenne. Nous, c'est des classes où, quand quelqu'un monte une entreprise, on dit vraiment, tu ne trouves pas rien d'autre à faire. Au niveau économique, c'est très important parce que, de nouveau, je reviens à la question que Michel a posée tout à l'heure, il y a une corrélation entre ce niveau d'activité entrepreneuriale et la croissance économique de 52%. 52. Donc, ça veut dire que si on veut avoir une croissance économique, il faut travailler sur l'esprit d'entreprendre. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que le gouvernement dépense beaucoup que c'est mauvais, à condition que ce soit bien utilisé. Alors, je vais prendre le plus grand part des dépenses publiques, qui sont les dépenses sociales. Et je pense autour du table, nous sommes peut-être tous moyenne classe ou plus, mais on a tous un cœur en disant qu'il faut aider les gens qui ont besoin. Donc, c'est normal. Et on voyait de nouveau avec la France et la Finlande, nous sommes le 3e pays au niveau des dépenses sociales. Et je vous invite à regarder bien Finlande, France. Et on peut comparer avec d'autres pays. Regarde, si vous voyez la Hongrie, tout à fait à droite, juste pour donner un exemple. Donc, la question que je vais vous poser avec vous, pour prendre quand même presque 30%, donc presque la moitié des dépenses du gouvernement qui sont sociales, on est tous d'accord dans le fait, qu'est-ce qu'on fait avec la pauvreté? Au niveau de la pauvreté, oui, nous sommes entre la Hongrie et la Pologne. Donc, on dépense énormément, mais quand même, on reste avec quasi 1 sur 5 des Belges qui sont en pauvreté. Donc, ou bien il y a un problème de dépenses, ou bien un problème d'utilisation. Autre critère. La pension.
et parmi nous tous, il y en a qui sont presque. Quand vous êtes par exemple aux Pays-Bas ou Danemark, la pension est plus élevée que le salaire, que le dernier salaire. C'est incroyable. Chez nous, on arrive à 60%. La pension est quand même telle qu'aujourd'hui, et je ne parle pas du deuxième et troisième pilier qu'on peut tous faire, mais je parle de pension de base, il n'y a que les fonctionnaires qui peuvent se permettre une maison de repos. Les autres ne peuvent pas se le permettre avec leur pension, ils vont trouver d'autres réserves pour le faire. Je résume. Quand je regarde au niveau, qu'est-ce que ça coûte? Et là, j'ai fait un raisonnement tout simple. Donc, je ne tiens pas compte de la complexité de l'État. Donc, je dis, oui, il faut comprendre parce que des gens, ça coûte d'un côté plus. Et je prends la moyenne de l'OCDE. La moyenne, c'est donc pas le meilleur de la classe, hein, c'est la moyenne. Je prends l'administration. L'administration, donc je parle des ministres, je parle des cabinets, je parle de l'administration à tous les niveaux. Quand on prend le coût, nous, on coûte par habitant 33% de plus. 33% de plus. Le subside des entreprises, et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs autour de table, les entreprises touchent en moyenne 65% de plus. Donc, comment je calcule ça par rapport au PIB? Donc, du coup, il n'y a pas de biais par d'autres grands pays, petits pays, parce que tout est neutralisé. L'éducation coûte 23% de plus. La protection sociale, c'est les chiffres que je viens de montrer, coûte 40% de plus. Et la santé, on est juste au niveau de la moyenne de l'OCDE. Avec ces 5 rubriques, messieurs, dames, je couvre 90% des dépenses publiques. Donc, sur 4 rubriques, le plus important, je suis beaucoup plus cher que la moyenne depuis l'OCDE. Et beaucoup, c'est 33, 60, 23, 40, c'est beaucoup. Donc, si on est plus cher, si on va acheter ces vêtements dans un magasin plus cher, si on a de beaux vêtements, c'est un fair deal. Donc, regardons avec toutes ces dépenses, quel est le résultat. L'efficacité, nous sommes 20% de moins. Quand je compare avec le plus efficace, 33%. Donc, ça coûte 33% de plus, mais c'est 20% moins efficace. Une entreprise qui a ce chiffre-là, ou bien il met son clé sur la paillasson ou il fait autre chose. Les subsides. Les subsides font que, et je prends un critère, il y a d'autres, que nous avons 10% des entreprises qu'on peut mettre dans la catégorie de zombies. Des zombies, c'est des entreprises qui depuis 3 ans n'ont pas suffisamment de profit pour payer leurs intérêts. Je ne parle pas de rembourser. Donc, c'est des entreprises qui déjà auraient dû être faillites depuis longtemps, mais qui restent sur le baxter de subsides ou les banques qui ne veulent pas couper le robinet. 10%. 10% des Belges travaillent dans une entreprise qui n'a plus de futur. Quand on parle d'éducation, c'est encore plus grave. Et là, je parle de l'étude de PISA. On voit que 20 à 25%, 25% Wallonie francophone, 20% néerlandais, donc les deux, c'est pas top. Ils ne sont pas capables à déchiffrer une phrase simple. La pauvreté d'une région à l'autre varie entre 14 et 28%. Donc, protection sociale, on paye 40% de plus, mais la pauvreté, c'est 14 à 28% de plus. Seule exception, la santé, le taux de satisfaction avant Corona, et qui était 87%, et donc maintenant, ça pourrait être un peu plus. Donc, avec ces chiffres-là, j'ai dit, si maintenant on ne crée pas un électrochoc, qu'est-ce qu'on va encore voir, hein? Si vous allez dans un conseil d'administration avec ces chiffres, je pense que ça va être difficile pour défendre le futur de l'entreprise. Donc, juste pour résumer là-dessus et pour conclure, j'ai dit que le corona, et dans mon livre, je parle de toutes les tendances. Qu'est-ce qui va se passer avec le télétravail, ce qu'on est en train de faire maintenant, la qualité de la vie qu'on va vouloir. Hein. On ne va pas vouloir encore prendre des vols de mauvaise qualité. On va aller dans de bons restaurants parce qu'on a frôlé avec la mort. Donc, on veut profiter. Et donc, j'ai mis les 10 tendances qui vont venir. Et donc, j'ai décrit en long et large que cette tendance donne une nouvelle philosophie qui permet de faire certaines choses et de changer notre mentalité. Je ne vais pas le passer en revue, mais parlez-moi de donner un. Le premier, peur et divertissement. Ça veut dire quoi? On était en angoisse. On a des gens autour de nous qui sont morts. On a des gens qui étaient malades. Nous-mêmes, on a peur pour notre santé. Et une fois qu'on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 choses. On prend des assurances. On va voir l'année prochaine, il y a plein de gens qui vont prendre des assurances de vie, des assurances de toute forme. Et en même temps, on essaie de profiter, pourvu que ça dure. Et profiter, ça veut dire que, pour moi,
je suis convaincu qu'un secteur comme le HoReCa, qui est très difficile maintenant, le tourisme de qualité, pas le tourisme de masse, mais tous ces produits de qualité, ils vont avoir une future qui est très positive. Donc, c'est juste un des exemples de tendance. Et donc, comme ça, je développe, par exemple, un autre, le set de globalisation. C'est quoi? On a la globalisation, et je ne suis pas un anti-globaliste, mais avec le Covid, il y a une dimension qui va s'ajouter, c'est la dimension locale. Et je suis convaincu que de plus en plus, si on peut faire des choses locales, on va les faire. Je suis même convaincu que beaucoup d'entreprises qui ont quitté pour la Chine, pour la Malaisie, pour l'Inde, ils vont revenir si c'est pour servir le marché local. Ils vont revenir, on ne va plus faire des valises en Chine si c'est pour le marché à Paris, à Madrid ou à Bruxelles. Ce qu'on appelle le reshoring. C'est une autre tendance. Donc, je vous explique les 10 tendances et puis j'ai dit voilà, suite à ça, j'ai fait un développement et la deuxième partie de mon livre, c'est qu'est-ce que vous faites avec la Belgique. Je l'ai résumé ici dans une page et je vais m'arrêter là-dessus. Et donc, effectivement, dans le livre, là, vous avez 50 ou 60 ou 70 pages à lire sur tous les trucs. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, l'état simple. L'état simple, ça veut dire quoi? On ne peut pas continuer à avoir des régions, des communautés, des provinces, des fédérales, 5000 personnes dans le cabinet. Quand en Pays-Bas, il y a 0. On a vu maintenant, avec le gouvernement de Croo, on a encore augmenté, on a 833. Et il faut diminuer. Il faut une administration efficace. On a, vous avez vu mes 2 chiffres, si je compare avec la moyenne de l'Europe, on a 250 000 fonctionnaires de trop. Ou bien il faut qu'on fasse plus avec ces structures, ou bien qu'on réduit. C'est ça l'efficacité. C'est un exemple. Lean et mean, il faut aussi, je pense, dépolitiser. Et dans mon livre, je dis comment on peut le faire. 2, je parle de G-Target. C'est quoi le G-Target? J'ai résumé 17 études qui se posent la question, pour un pays comme la Belgique, c'est quoi le niveau optimal d'intervention gouvernementale? Toutes ces études arrivent avec une fourchette entre 37 et 42%, avec des méthodes tout à fait différentes. Donc, j'ai une fourchette, je dis, voilà, on prend le plus haut, c'est 42, nous sommes aujourd'hui à 53, réduisons et de nouveau dire qu'est-ce qu'il faut faire d'une façon efficace, donc réduisons les dépenses publiques pour donner plus d'oxygène au secteur privé et pour donc motiver le secteur privé. Les dettes. Je sais qu'il y a certains économistes que j'apprécie beaucoup qui disent que les dettes, ce n'est pas un problème. Oublions de parler des dettes. Les dettes sont venues d'office, comme disent certains politiciens. Ce n'est pas le cas. Ils vont partir comme ça aussi parce qu'il y a l'inflation. Je suis désolé, je suis peut-être un économiste de vieille école. Les dettes ne vont pas disparaître quand on ne les rembourse pas. Bien sûr, ils peuvent épaver un peu quand on a l'inflation. Ils peuvent réduire un pourcentage quand on a une grande croissance économique. Pour l'instant, on n'a ni l'un ni deux, ni l'autre. On n'a pas d'inflation, on n'a pas de croissance économique. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec les dettes? On peut faire 2 choses. Ou bien on rembourse, ou bien on reporte. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est reporter les dettes sur les futures générations. Et donc, on dit que c'est le futur qui va nous rembourser. Donc, moi, je pense qu'il faut, ensemble avec le point 3, faire un plan, pas tout de suite, pas d'austérité, mais un plan à long terme pour réduire le poids des dettes. Pour la fiscalité, je vous ai montré que la fiscalité elle est injuste parce que c'est la classe moyenne qui paye tout et c'est le travail qui paye tout. Donc, il faut aller à notre système. Mon système, c'est la chose que je propose, on met 21% partout sur tous les revenus. Sur les locations, sur les capitaux, sur le travail. Et on a aboli les subventions. Avec les 21%, j'ai fait une opération budget zéro. Avec 21%, je peux payer mon gouvernement tel que je vois là. Et si vous allez payer 21%, tout le monde sera motivé de travailler. Puisque vous avez tous beaucoup d'argent sur votre compte d'épargne, mobilisons ça. Mais mobilisons ça pas pour faire des dépenses budgétaires. Il y a plein d'études, et je les cite aussi dans mon livre, qui démontrent que quand on investit dans la pauvreté des enfants, 1 euro rapporte jusqu'à 8 euros au niveau sociétal. Donc, faisons un poverty bond. Et donc, on investit, on mobilise l'argent pour lutter avec des projets de pauvreté. On peut éradiquer la pauvreté des enfants, qui maintenant touchent dans cette région jusqu'à 28%. C'est un scandale. L'entrepreneuriat, j'en ai parlé. L'enseignement, pour moi, c'est le pire de tout. Parce qu'une région où on voit que, comme je viens de vous dire, 20 ou 25% des gens sortent de l'école sans pouvoir comprendre une phrase de base, c'est des gens qui vont dans des systèmes de travail parallèle, de chômage. C'est pas comme ça qu'on peut construire. Donc, là, c'est vraiment arrêtons le nivellement vers le bas. Les gens qui travaillent bien,
poussons-les. Les gens qui ont un problème, aidons-la, mais il faut quand même qu'on mette la barre beaucoup plus haut. Finalement, le travail, on oublie, donc changeons aussi la mentalité. Et je pense aussi à un rôle important des syndicats qui devient vraiment un partenaire du travail. Ils ont lutté pour le droit du travail, pour le droit du non-travail. Donc, faisons le déclic, changeons aussi le financement. J'ai mis plein de propositions dans mon livre là-dessus. Et je suis aussi en faveur de ce qui est plus ou moins acquis aujourd'hui, une pension de base pour tout. Mais pour tout le monde, la même chose. Et puis, tout le monde a le droit de faire son deuxième et son troisième pilier. Tout ça, si vous voulez, je peux encore parler une demi-heure, mais comme j'ai dit, je voulais quand même avoir un grand débat. Donc, je m'arrête là avec quand même le message que optimisme is a moral duty. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Arnaud, pour cet exposé extrêmement intéressant, un peu interpellant et quelque part effrayant à certains égards, il faut bien le dire. Alors, bon, moi, j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit. Je vois également les questions des membres, qui peuvent d'ailleurs continuer à poser via le chat. Mais moi, j'ai quand même déjà une réflexion de base. Je pense qu'au final, énormément de Belges pensent comme vous qu'il faut restructurer la Belgique, que cette architecture institutionnelle est inefficace et nous coûte une fortune. Comment se fait-il qu'au final, tout le monde est d'accord qu'il va falloir le faire, mais comment ça se fait qu'on n'y arrive pas et pourquoi? Ce ne sont que des ambitions, trop d'ambitions politiques des uns et des autres. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Pourquoi on n'arrive pas à revoir tout ça? Je n'ai pas parlé de toutes les propositions parce que je voulais vraiment limiter, mais une des propositions que j'ai fait aussi, c'est d'arrêter que la politique est un boulot. La politique est une passion. Et par exemple, si on limite les mandats des politiciens à 2 mandats, maximum 8 ans, on va avoir des gens de la société qui vont pendant 8 ans faire la politique. Maintenant, les gens qui font la politique, ils le font parce qu'ils ont besoin de vivre. Et une fois qu'on est dans le circuit, ils avaient tout pour rester. Et maintenant, avec ce qu'on vous propose tous, on demande de réduire le nombre de politiciens. Ça ne va jamais marcher. Donc, je pense qu'il faut trouver ou bien des hommes et des femmes d'État, et je suis toujours dans l'illusion que ça existe. Comment? C'est mieux maintenant? Oui, maintenant c'est mieux. Maintenant, c'est mieux. Peut-être résumer ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que ça a été fort coupé, et donc on est un peu frustré. Donc, c'est toujours la grande question, c'est comment on arrive. Parce que je pense que beaucoup de gens de bon sens, ils sont d'accord avec l'analyse. Même au niveau politique, il y a plein de gens qui sont d'accord avec mon analyse et qui disent, oui, mais c'est infaisable parce qu'on ne peut pas le vendre à nos électeurs. Alors, moi, je dis, la seule façon de le faire vendre, c'est qu'on change la mentalité de la politique. La politique, aujourd'hui, c'est un boulot. On doit vivre de son métier comme politicien. Si on n'a pas élu, on trouve une situation avec les CPS ou n'importe quoi. On essaie de se faire élire de père au fils ou de père au frère. Et finalement, ça devient un métier plutôt qu'une passion. Donc, moi, une de mes propositions que je fais aussi dans mon livre, c'est de limiter à 2 mandats. Donc, on devient politicien, on est élu, on peut faire 2 mandats. Au bout de 2 mandats, on s'arrête. C'est clair maintenant, le lien? Oui. Ouais. Et donc, une fois qu'on a cassé cette logique de dire le monde politique, c'est un boulot comme un autre, ce n'est pas un boulot comme un autre. Ça doit être une passion. Et ceux qui font la politique, le mot ministre, c'est au service du peuple. Ce n'est pas au service de moi-même, ou de ma famille, ou de mon cabinet. C'est au service du peuple. Et donc, quand je veux entrer dans la politique, je le fais parce que je veux vraiment que les choses changent pour la qualité de mes gens. Et ce n'est pas une chose où je veux entrer à 20 ans en espérant que je sors à 50 ans avec une grande pension. Et c'est ce déclic qu'il faut changer. Et je pense qu'on peut changer ce déclic aussi par changer un peu le système. Ce n'est pas normal que c'est toujours les mêmes gens qui sont au pouvoir. Ce n'est pas normal que c'est les partis, avec tout mon respect, qui perdent, qui sont de nouveau au pouvoir. Parce qu'à la fin, les citoyens ont une indifférence. Et quand l'indifférence commence, dit Hannah Arendt, la démocratie est en danger. Et je pense qu'on est là, nous. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a vraiment bien compris, mais vous dites qu'il faut changer la mentalité des électeurs. Je pense que les électeurs, ils sont tous d'accord que ces institutions ne fonctionnent pas, qu'il y a énormément de fonctionnaires, beaucoup trop inutiles, et que la plupart des politiciens, en fait, ce qu'ils veulent, ils ont une vision hyper court-termiste pendant leur petit mandat, et ils ne travaillent pas pour la Belgique, pour le peuple sur le long terme. Donc, c'est plus la mentalité des élus à changer que celle des électeurs. Tout à fait, mais je pense, ou bien je me suis mal exprimé. Donc, oui. beaucoup des élus disent on ne peut pas changer parce que nos électeurs n'accepteront pas.
C'est faux. Ce qui n'est pas vrai, c'est faux. C'est un argument qu'ils font pour se défendre eux-mêmes. Et c'est les électeurs qui s'accrochent, les élus s'accrochent parce que c'est leur boulot. Et le problème de ne pas être élu, et quand on n'a plus son siège au Parlement, c'est de trouver un autre travail dans la sphère politique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de parastatales, des intercommunales et des CPS pour caser les gens. Et j'ai vu moi-même, tout à l'heure, vous dites, j'étais quand même chef de cabinet chaque fois. La dernière année d'un cabinet, qu'est-ce qu'il fait son chef cap? Le chef cap essaye de placer ces gens. Tu as des cabinets monstrueux de 60, 80 personnes. À la fin de nos cabinets, ce sont tous des gens dévoués. Déjà, une partie qu'on a dû recruter parce qu'ils ont collé des bonnes affiches. Et puis, il faut dire maintenant, à la fin de ces mandats, merci, messieurs, dames, vous avez bien travaillé parce qu'on a travaillé dur dans les cabinets. Les gens travaillent dur. Mais maintenant, pour les mériter, il faut les placer partout, dans les administrations, dans les intercommunales. Et c'est ça qui crée une inflation de l'administration. Comme dit Max Weber, c'est un peu l'inflation de la bureaucratie qui est inhérente au système. Et c'est là que nous sommes. C'est pour ça que les choses deviennent plus grandes. Et quand on parle, par exemple, l'exemple concret, on dit on va diminuer les cabinets. Mais les gens comme De Croo, ils sont d'accord avec ça. Dans le fait, les cabinets deviennent plus importants. Donc, on voit cette discrépance entre le discours, la conviction et ce qu'on fait, on le fait à cause du système. Donc, c'est pour ça que je dis il faut éviter d'utiliser cette corona parce que ça peut nous permettre de faire le déclic et changer ce qui était impossible avant. Oui, pour autant qu'il y ait un parti ou certains ministres qui osent eux-mêmes l'affirmer, c'est toujours ça, puisque finalement, c'est se tirer une balle dans le pied. Hein. Oui, mais comme le dit John Rawls, tu vois la différence entre un homme politique et un homme d'État, c'est l'homme d'État, il pense à sa future génération et pas à la future élection. Et c'est ça qui nous manque un peu, des gens qui vraiment disent oh, je m'en fiche d'être élu ou pas. Moi, je veux que la Belgique, voilà, et on fait des réformes. Et je suis convaincu qu'une grande majorité, comme vous dites, des électeurs sont tout à fait d'accord qu'il faut changer le système. Si je regarde les gens qui ont lu mes emails, mon livre, les emails que je reçois, tout le monde dit ben, allez-y, qu'est-ce qu'on attend? On va faire ci, on va faire un mouvement, on va faire un think tank. Mais ça ne sert à rien de faire un mouvement sur un think tank. Il faut que finalement les citoyens viennent dans la rue, disent ce qu'on veut et que comme ça que le monde politique écoute. Autant qu'on dit vas-y, on est d'accord. Parce que le grand problème, c'est aussi que beaucoup de gens profitent du système. Hein. Je te raconte toujours l'histoire quand j'étais chef cap et je fais des discours pour dire il faut oublier, arrêter les subsides, tout le monde applaudissait, était d'accord. Et puis je vais à la toilette, il y a un chef d'entreprise qui me suit pour demander si son dossier est presque en ordre. C'est la différence. C'est effrayant, c'est un peu un État qui nourrit des parasites. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, c'est effrayant. Et malheureusement, on a l'impression que ça ne fait qu'amplifier. Vous avez parlé de la piètre qualité de l'enseignement en Belgique. Et c'est vrai qu'on en entend régulièrement parler avec, j'ai l'impression, encore même une nuance par rapport à la Flandre et la Wallonie, comme quoi l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles serait encore plus mauvais qu'en Flandre. Comment vous expliquez ça aussi? Mais parmi les choses positives, l'écart entre la francophone et le néerlandophone diminue. Ah. Mais malheureusement, ce n'est pas parce que les Wallons vont mieux, c'est parce que les Flamands vont plus mal. Donc, c'est ce qui se passe. Les chiffres que j'ai cités, j'espère que c'était clair, les chiffres que j'ai cités, 25%, 20% des gens qui sortent sans pouvoir comprendre une phrase de base, mais ça doit quand même être un eye-opener. Hein? Si un quart, un cinquième de notre jeunesse n'est pas capable de comprendre une phrase de base, mais il faut quand même changer la mentalité aussi là-dessus. Et je pense pour l'éducation d'abord, il faut qu'on ait une éducation qui arrête ce nivellement vers le bas. Donner des devoirs, ce n'est pas une honte quand même. C'est comme normal, ça fait partie d'un processus d'apprendre. Et là, il faut de nouveau avoir un plan. Déjà, on peut discuter, mais le fait que si moi j'explique à mes collègues en Europe qu'on n'a pas en Belgique l'éducation nationale, que ça n'existe pas, on ne me croit pas. On ne me croit pas que l'éducation, c'est déjà quelque chose qu'on a partagé et finalement qu'on ne fait même pas d'échange entre le Nord et le Sud, qu'on ne profite même pas de cette connaissance linguistique. Donc, on a tous ces atouts, on ne les profite pas. Donc, il faut de nouveau là aussi faire un changement. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense notamment au rôle des médias. Il faut arrêter aussi tous les programmes à la télé qui ne rendent pas plus riches. Et voilà, c'est tout un changement à faire. De nouveau, je reviens à mon truc, c'est si le corona peut faire un déclic, parce que faire l'éducation, avoir des gens qui savent lire et écrire, c'est aussi la meilleure garantie pour une prospérité économique pour tout le monde. Pour moi, c'est la meilleure politique sociale. Ce n'est pas dépendre encore plus de
sociale. C'est justement aider ces gens pour qu'ils soient éduqués, pour qu'ils savent vivre, pour qu'ils savent s'intégrer dans la société d'aujourd'hui. Donc là, je n'ai pas toutes les réponses, mais finalement, c'est là qu'il faut avoir, qu'on ensemble réfléchisse, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et qui peut faire bouger les chemins publics. Oui, merci. Alors justement, par rapport au sujet dont on a débattu il y a 5 minutes, par rapport à l'architecture institutionnelle, il y a un membre qui nous dit qu'il y a plusieurs années, McKinsey a remis au gouvernement une analyse de la structure de gestion de notre pays et constatait évidemment qu'il y avait beaucoup trop de niveaux de pouvoir et des frais gigantesques pour gouverner notre pays. Ils ont proposé une restructuration efficace, mais ça n'a jamais été pris au sérieux par nos gouvernements et donc c'est resté lettre morte. Bon, quand on entend ça, on se dit que c'est un peu désespérant, mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement? On se demande si parfois les Belges doivent faire une révolution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que vous dites élire des bonnes personnes, mais il faut encore qu'un homme d'État se présente. Mais déjà, révolution, donc, comme je disais tout à l'heure, les 2 derniers mots de mon livre, c'est hasta siempre, qui est vraiment une référence à la révolution, parce que je pense effectivement qu'il n'y a pas d'autre moyen. On parle du rapport McKinsey. Moi, je pense tous les rapports qui ont été faits par des consultants pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. On a des cabinets entiers qu'on peut remplir avec ces rapports, que finalement, personne ne les utilise, ou on sort juste la phrase qui arrange. Je pense que même au niveau politique, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas continuer avec tous ces niveaux-là. Maintenant, on a le corona, donc les gouverneurs de province, ils sont de nouveau visibles. Alors, écoutez, on va voir si ça va mieux, ça a l'air d'aller. Oui, ça a l'air d'aller. Alors, une question par rapport aux dépenses publiques. Donc, on sait que nos dépenses publiques sont bien au-delà de la moyenne de l'Europe. Comment est-ce que les autres pays européens ont réussi à réduire leurs dépenses publiques? On pense notamment à l'Allemagne, au Royaume-Uni. Comment est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'on fait mal? Quand on regarde déjà nos dépenses, une dépense qui pour nous c'est le plus cher, quand je parle en termes relatifs maintenant, une dépense qui est le plus dur, c'est le chômage, dont je n'ai pas trop parlé. Pourquoi? Parce que nous sommes le seul pays au monde que le chômage est limité dans la durée. On a vu en Allemagne, ils ont les mini-jobs, mais ça veut dire que ça sort du budget. Pour donner un exemple, au Malte, c'est clair maintenant? Oui. Au Malte, par exemple, le chômage est limité à 6 mois. Au bout de 5 mois, un chômeur maltais, il est appelé par le gouvernement, on dit, vous voulez garder votre chômage, vous commencez à travailler pour la commune. Sinon, vous l'avez perdu. Et nous, on fait ça, c'est la révolution. Je pense, un des grands problèmes chez nous, c'est le taux de syndicalisation, qui est quand même de 77%, qui est le plus haut de l'Europe, et qui est lié, bien sûr, au fait que les syndicats payent les allocations de chômage et payent une prime de syndicalisation. Donc, si on veut changer, de nouveau, il n'y a aucun pays, c'est les syndicats qui payent pour ça. Nous avons une organisation, un ministère qui a comme tâche de payer les allocations de chômage, mais ils n'ont presque pas de clients parce qu'ils sont très inefficaces et même les syndicats sont la comité de gestion. Donc finalement, on pourrait simplement décider, syndicats, vous avez votre rôle, vous avez votre mission qu'on respecte, mais votre mission n'est pas de payer les chômeurs. Déjà, ça changerait tout. Et on a un service qui le fait. Ça va déjà nous faire gagner 180 millions d'euros qu'il ne faut plus payer aux syndicats pour faire le paiement. Il y en a ces ministères. C'est un tout petit détail. Mais ça change la mentalité. Parce que ça veut dire que les gens ne vont pas se sentir obligés de se syndicaliser pourvu que c'est en chômage un jour. Donc, c'est ce déclic qu'il faut faire. Donc, comme ça, on peut changer. On peut motiver les gens de travailler. Parce que sinon, ici, il y a encore plein de raisons. Quelqu'un qui a une offre d'emploi, il a encore 1000 raisons qu'il peut inventer pour ne pas y aller. Maintenant, OK, il y a du chômage, mais vous savez que juste avant la crise de Corona, il y avait plein de postes vacants que personne ne voulait aller. Et pourtant, il y a plein de chômeurs. Donc là, c'est parce qu'on ne veut pas. S'il y a une volonté pour le faire, on peut le faire. Et donc, le chômage, c'est un des grands trucs. De la politique sociale, je pense, comme j'ai dit dans mon speech, on est tous pour une politique sociale, mais on n'est pas contre une politique sociale qu'elle soit efficace. On peut bien voir qui est en mesure, qui a besoin d'aide. Et là, il y a plusieurs systèmes qui peuvent le faire, mais il faut vraiment être sévère là-dessus. Les gens qui sont en misère, il faut les aider. Les gens qui font semblant, il ne faut pas les aider.
Et donc là, il y a plein de systèmes qui le font. Donc, de nouveau, pour moi, ça revient dans un premier cas dans l'efficacité. Vous savez, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, qu'on n'a pas chez nous, qui démontrent que l'efficacité d'une administration détermine 40% de la compétitivité de région. Donc, si on veut rendre une région plus compétitive, il faut travailler à l'efficacité. Et ça, comme chef d'entreprise, vous pouvez comprendre, s'il vous faut 3 ans pour avoir une autorisation pour construire un atelier, mais c'est 3 ans qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, une administration efficace, c'est une condition. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre l'efficacité de l'administration. Et à partir de là, on peut travailler sur le chômage, on peut travailler sur une bonne politique sociale, etc. Donc, tous les ingrédients sont là. C'est pour ça que quand je dis au début de mon discours, crisis, c'est-à-dire opportunité, la Belgique a tous ces ingrédients pour être un pays compétitif avec une prospérité. Et qu'est-ce qu'on a? On a un pays avec plein de dépenses, plein de gens en pauvreté, avec de routes en mauvais état, et avec des enfants qui sortent de l'école sans pouvoir écrire comme il faut. Donc, et là, il faut qu'on ouvre les yeux. Oui, maintenant, quand on touche à ce genre de mesures, moi, je vous rejoins à 100%, mais il est vrai que quand on ose lancer de nouvelles idées par rapport à tout ce système d'allocation sociale, très vite, on nous traite d'extrême droite et d'extrémiste c'est un peu ça le problème en Belgique. C'est toujours le nivellement par le bas. Mais je pense que c'est aussi une technique. Hein. Tout de suite, quelqu'un qui touche ça, on dit voilà, c'est un extrémiste. Il ne faut pas oublier non plus que les médias sont aussi co-coupables parce que chaque année, on vend de moins en moins de journaux, mais on touche plus de subventions. Donc, celui qui paye, il faut dire merci. Donc, je pense qu'eux aussi ont un rôle très important à jouer. Là, de nouveau, on a une opportunité avec tous les nouveaux médias sociaux. C'est quand même une opportunité de communiquer et de faire bouger les choses. Regarde comment les jeunes peuvent se mobiliser pour l'environnement. C'était énorme. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas se mobiliser pour un État efficace où finalement, on gagne tous, il n'y a aucun perdant. Le seul perdant, c'est peut-être ceux qui profitent dans le sens négatif du système aujourd'hui. Mais tout le reste gagne. Voilà. Et là, on appelle le résumé de l'opportunité et la faiblesse. Oui. Alors, un membre nous dit une remarque intéressante, la démocratie est en danger. La particratie proche de la dictature est en train de prendre le pouvoir. Que pensez-vous? C'est pire, parce que ce n'est même pas la particratie. Tel que le système est maintenant, dans chaque parti, il y a 2-3 personnes qui décident de tout. Donc finalement, on a une vingtaine de personnes qui décident sur la gestion du pays. En plus, et là je suis mal placé ou très bien placé comme vous voulez pour le dire, le vrai pouvoir en Belgique se trouve au chef de cabinet. C'est eux qui, le jour avant le Conseil des ministres, se mettent autour des tables, essayent de voir comment on peut le faire, et on est parti. Et c'est là le vrai pouvoir, qui souvent sont des gens qui ne sont pas des élus. Donc là, la démocratie est effectivement en danger. Au niveau parti, c'est le président et 2 ou 3 de ses conjoints qui font le prix, le beau temps. Donc oui, c'est un grand problème, et c'est un grand problème chez nous. Alors, maintenant, de nouveau, comment pour le résoudre? Je pense qu'aujourd'hui, en Belgique en tout cas, nous sommes à la fin de ce que j'appellerais une politique de coalition. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis chef CAP et je viens aux réunions de chef CAP avec un dossier, avec un projet. Et puis mon collègue socialiste et chrétien-démocrate lui dit, on va réfléchir, reviens la semaine prochaine. J'ai bien compris. La semaine prochaine, je reviens avec mon dossier. Eux aussi, ils ont un dossier tous les deux. Ils ont trouvé quelque chose. Et donc, c'est quoi le jeu? Les 3 passent, aucun passe. Donc, du coup, cette coalition devient en même temps une source de gaspillage. Cette coalition devient aussi une source de mépris du peuple, parce que je vote pour A, B ou C, il y a peu de différence. Les gens vont après décider qui décide. Donc, on a la démocratie, et puis c'est la particratie qui peut durer 1 an, 2 ans. Donc, et je sais bien, on ne peut pas comparer avec les États-Unis, mais pour la Belgique aujourd'hui, moi, je serais un grand fan pour une élection dans 2 tours. C'est-à-dire, une élection de premier tour, le deuxième tour, on fait une démocratie de nouveau, et les gens... Voilà. Et les gagnants gagnent. Et puis, si c'est les socialistes qui gagnent, ben voilà, on va à une politique socialiste, et 4 ans plus tard, l'électeur peut décider s'ils peuvent rester ou pas. Maintenant, on ne peut pas décider. Donc, on dit pourquoi voter? Ah, parce qu'on est obligé, d'accord. Et donc, il y a tout ça qui fait que la particratie gagne, mais que les gens n'ont pas envie non plus. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une indifférence totale qui s'installe.
Et là, effectivement, comme dit Hannah Arendt, la démocratie est en danger. Oui, c'est exact. Et comme dit quelqu'un, en 12 mois, 3 gouvernements différents en Belgique et on ne veut pas entendre le citoyen. Donc, Oui, et je pense qu'on est même au même niveau avec tous nos ministres qu'on a. Donc, on a calculé si la Chine avait autant, elle avait 5 millions de ministres. Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres que personne ne connaît. Mais même si je vous demande, donnez-moi le nom de 8 ministres de santé, je pense que vous avez beaucoup qui ne vont pas savoir. On voit tout ce qui se passe avec les vaccins maintenant. Ou un exemple tout stupide, les feux d'artifice de fin de l'année. Le gouverneur de Provence en discute, le bourgmestre en discute, la région en discute et les fédérales en discutent. Est-ce qu'on a besoin de tous ces niveaux pour décider si on a des feux d'artifice ou non? oui, c'est insensé. C'est tout ce système qui est efficace et qui paye, ben, nous on paye. Et c'est ça mon slide avec la classe moyenne, j'espère que là c'est bien passé, qui quasi paye toute la facture. La classe moyenne paye 80% de la facture. Et donc, c'est eux qui finalement devraient dire basta. Votre conseil, allez faire la révolution dans la rue? Ben, mon Comme les gilets conseil, jaunes? non, je pense que mon conseil, c'est aussi ce que je veux créer avec mon livre, c'est que les gens en parlent d'une façon, ils sont cohérents. Hein. Et finalement, si à la fin, tout le monde va dire, ça c'est le message à faire, avec des nuances hein, sur les solutions, on pourra en discuter, bien sûr. Mais sur l'analyse, je pense que beaucoup de gens de bon sens partagent l'analyse. Et si maintenant, partout, chaque fois qu'on est en contact avec le monde politique, avec des décideurs, qu'on dit voilà, c'est comme ça qu'on veut les choses, finalement, ça va y arriver. Et pourquoi pas faire une fois on veut un État efficace. Parce que finalement, c'est nous qui payons. Donc, si c'est nous qui payons, c'est quand même nous qui décidons. Aujourd'hui, ce n'est pas celui qui paye qui décide. Que direz-vous d'un référendum comme en Suisse? Le problème des référendums, c'est qu'on n'a pas une culture de référendum. Et quand on n'a pas une culture de référendum, c'est un peu difficile. Hein? C'est comme dans le temps, on a fait un référendum sur la Constitution de l'Europe. Mais qui a lu la Constitution de l'Europe? Donc, un référendum, j'aime bien l'idée de pourquoi pas d'une façon ou d'autre, mais là, il faut être avec des questions très concrètes. Et le problème, c'est toujours la façon qu'on pose les questions implique un peu la réponse. Mais en principe, oui, je suis une grande fan de démocratie participative, parce que tout à l'heure, le monsieur qui a posé la question sur la particratie, c'est quoi la particratie? Parti Kratos au lieu de Demos Kratos. Donc, le Demos, ce n'est pas eux, ce n'est pas le peuple qui gère dans notre pays. C'est un nombre des élus, voire des non-élus qui gèrent ce pays ici. Et il faut casser ça. Et la seule façon de le casser, c'est de dire, bah, écoute, on demande au peuple. Mais là, il ne faut pas qu'impliquer les partis politiques. Ça ne doit pas être un truc pour les partis politiques. Ça doit être un peu hors le monde politique avec des choses de bon sens qu'on peut faire. Oui. Alors, on nous fait remarquer qu'Alexander De Croo, notre nouveau Premier ministre, est tout de même quelqu'un qui a bonne presse, je pense. Il est loin d'être idiot. Il doit comprendre tout ça. Après cette crise, il va quand même peut-être s'attaquer à tous ces problèmes. Le problème n'est pas là, d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, j'étais toujours actif, soit au MS, soit au VLD quand j'étais chef de cabinet. Donc, je suis en profondeur un libéral. Pour moi, c'est quoi un libéral? C'est quelqu'un qui dit il faut d'abord essayer de sortir le maximum des gens. Et pour ceux qui n'arrivent pas, là, il faut aider. Et pas l'inverse. Ce n'est pas d'abord on dépense et puis on va voir qui paye. C'est ça la différence entre le libéralisme et le socialisme pour moi. Hein. Et donc, je pense que De Croo, c'est un bon libéral. Mais aussi, on voit bien, il est dans une structure, il faut savoir, il est le Premier ministre du 7e parti du pays. C'est le plus petit parti qui est au gouvernement. Et donc, finalement, il n'a pas beaucoup de choses à dire. Donc, ça pose quand même un problème dans ce sens-là. Et donc, il doit toujours trouver un compromis. Donc, même je pense que lui, il sera 100% d'accord quasi avec tout ce que je dis, mais la mise en œuvre, c'est très difficile. Très bien. Et donc, je ne crois pas qu'il peut le faire. Mais bon, ce n'est pas sa faute. Hein. Ok, j'ai une question par rapport à, évidemment, ces milliards qu'on a injectés dans l'économie maintenant pour faire face à cette crise. Est-ce que vous créez une inflation parce qu'on a, bon, ça c'est une question régulièrement posée, et puis aussi, pensez-vous qu'il faudra un jour rembourser cette dette? Parce qu'on a déjà eu d'autres conférenciers, économistes également, qui nous disaient, oh ben écoutez, à un moment donné, de toute façon, cette dette, elle sera abandonnée et non remboursée. Qu'en pensez-vous? J'ai parlé de ça dans mon discours, peut-être c'était un moment que C'est c'est un pas peu bien. coupé. C'était coupé. Écoute, pour moi, c'est très simple. D'ailleurs, j'aime bien des économistes comme de Catala ou Coleman, avec qui je m'entends très, très bien. Mais pour moi, c'est très simple. Une dette, on peut faire que deux choses. Reporter ou rembourser. Rien d'autre.
Oui, ça peut évaporer un peu parce qu'il y a l'inflation. En pourcentage, ça peut diminuer parce qu'on a une croissance économique. Pour l'instant, on a l'un, l'autre. Donc, pour moi, il faut rembourser. Je ne dis pas qu'il faut rembourser tout de suite. Hein. Le problème avec une crise de corona, c'est qu'on est arrivé à la guerre avec les poches vides, plein de dettes. Pour moi, un gouvernement doit être anticyclique. Quand ça va mal, comme maintenant, il faut intervenir. Quand ça va bien, il faut se retirer au maximum. C'est ça la politique anticyclique. Alors, pour la politique monétaire, il faut voir, on parle toujours du bazooka, mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas une question de bazooka. Vous voyez, on a, par exemple, avant le corona, on a mis 2,4 milliards qu'on a injectés dans l'économie. 2,4 milliards. C'est 5 fois le PIB de la Belgique. De ces 2,4 milliards, qui avait comme but que les entreprises investissent. Je suis avant corona, c'était le but qu'on consomme et que les entreprises investissent. De ces 2,4, 1,7, donc 70%, a été remis par les banques auprès de leurs comptes aux banques centrales. Donc, ce n'est pas un bazooka, c'est un boomerang. Donc, l'impact sur la croissance économique, zéro. L'impact sur l'inflation, zéro. C'est ça qui explique qu'on injecte tout cet argent-là et qu'on n'a pas encore l'inflation. Si on injecte cet argent, l'idée derrière, c'est qu'avec tout cet argent, les banques peuvent donner des crédits bon marché et donc les entreprises vont investir et les consommateurs vont consommer. Dans un des premiers slides que j'ai montré, c'est la confiance qui va démontrer si on sort vite ou pas vite de la crise. Autant qu'il n'y a pas de confiance, on peut injecter tout l'argent dans l'économie parce que les gens ne veulent plus. Ce qui peut être grave même, quand certainement on perd la confiance dans l'argent. Sur le dollar, on dit « in God we trust ». L'euro, on trust à Lagarde. Il n'y a plus d'or derrière. Il n'y a plus rien. Donc, le moment qu'on n'a plus de confiance, on a un problème. Le moment qu'on dit on n'a plus de confiance dans l'euro et le franc suisse ou le dollar ou n'importe qui ne le font pas, là, on risque d'avoir un danger d'inflation. Et une fois qu'on a l'inflation, ça peut aller vite. Et sur l'inflation, tous ceux qui disent aujourd'hui qu'il ne faut pas rembourser, tu vas voir ce qui va se passer avec le budget de l'État. Si au lieu de payer 0 ou 0,2%, on devait payer 2% sur 600 milliards, on peut vite faire le calcul. Hein? Et qui va payer ces intérêts? Vous tous. Okay. Merci. Alors, en conclusion, une question que tout le monde se pose, je pense. Que pouvons-nous, nous les citoyens, faire en pratique? Dans quelle révolution pouvons-nous nous engager? Parce que c'est vrai que souvent on se dit, oui, mais de toute façon, je ne peux rien y faire, je ne peux rien y faire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose et que pourrions-nous faire? Je parle par rapport au contexte global. Je dois dire, c'est la meilleure question, mais c'est en même temps la plus difficile. Oui. Moi, je dois dire honnêtement, je ne le sais pas. Pour ceux qui connaissent un peu ma vie, plein de choses aussi, de créer des mouvements, créer des partis pour faire bouger les chemins publics, mais tellement verrouillé que pour moi, la seule solution, c'est presque une révolution. Maintenant, on dit que mon Internet est instable, mais bon, c'est presque une révolution qu'il faut faire. Et donc, je pense effectivement que nous tous, on devrait à tout moment sensibiliser et ne pas être avec la meute. On ne doit pas dire, oui, mais écoute, pourvu que ça dure pour moi, pourvu que l'orchestre joue, je vais en profiter. Si on dit tous conséquents, on ne veut plus ça. On ne veut plus ce système-là. On veut vraiment lever notre voix et chaque condition qu'on a, chaque fois qu'on dit quelque chose, qu'on a l'occasion de parler à ABC, à la presse, à la télé ou sur le Facebook, on dit, nous, on ne veut plus continuer comme ça. Nous, on n'a aucune confiance et on ne va pas donner confiance parce que maintenant, on a l'illusion. C'est rien contre ce gouvernement, c'est rien contre le gouvernement précédent, c'est simplement, si on ne change pas le système, on va droit au mur. Et ce qu'on fait aujourd'hui, on ne fait rien d'autre que cumuler des dettes pour nos enfants. Et je pense, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? De mauvais enseignements, une planète épuisée et plein de dettes. Je pense que personne parmi nous veut ça. Donc, si partout on dit ce qu'on pense, et puis il faut voir au niveau, moi je suis prêt à faire la révolution, la question se pose là, mais il faut quand même d'une façon penser comment le faire. Et là, je suis désolé, je n'ai pas une réponse qui est tout à fait bien, mais j'attends vos initiatives et je suis parmi vous. Je vois que de nombreuses personnes se posent la question parce que vous êtes évidemment tout à fait convaincant et je suis sûre que la plupart d'entre nous sommes convaincus, mais comme vous dites, comment faire? Voilà. Sophie, tu as une question? Est-ce que je vois une petite main qui se lève devant ton icône? Ah, attendez, elle va remettre son micro. Non, j'applaudissais.
Ah, voilà, ok. Oui, j'allais Demain faire alors. j'allais faire la même chose parce que je pense que votre présentation a été vraiment passionnante, enfin, à la fois passionnante, mais bon, j'ai envie de dire quand même un peu inquiétante et angoissante pour le futur. Il faut qu'on bouge, il faut se secouer, ça n'est pas facile. Donc moi, j'invite tous nos auditeurs à aller acheter votre bouquin parce que probablement que ça va vraiment nous aider dans nos réflexions et dans nos actions et dans nos choix. Donc, vous m'avez dit on a vu qu'il est en néerlandais et en français et on le trouve un petit peu dans toutes les librairies. Donc, voilà une bonne idée de cadeau de Noël. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'il y a tellement à dire que vous pourriez probablement revenir à Sainte-Anne et exposer plus largement tout ça parce que c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aux membres. Bel après-midi. Il y a du soleil là maintenant. Et bon week-end à tous. Merci beaucoup, Rudy, et à bientôt, j'espère. Et désolé pour la connexion à partir de la Flandre. Rudy, quand est-ce qu'on peut voter pour toi? Voilà. J'ai déjà essayé, je ne vais pas passer par là de nouveau. Oui, vous mais pas pouvez, par aujourd'hui, exemple, demain. si vous avez mon livre et vous voyez quelqu'un dans le monde politique, vous lui donnez mon livre, comme ça vous dites, vous êtes obligés de le lire. Ils sont d'accord et peut-être ils vont bouger tous ensemble. Ça va. Merci beaucoup. Merci pour Au m'inviter. revoir, Rudy, ça fait très longtemps. Au revoir. Oui, Merci. au revoir. Merci. Que de nom continue. Bien, au revoir, bonne soirée, bon après-midi. Oui, au revoir. Au revoir.